Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, la maire intérimaire de Dakar appelle les conseillers municipaux à taire les querelles politiques. Le conseil municipal s'est réuni ce jeudi pour voter le budget 2025 notamment. Programme, objectif, livrable, Ousmane Sonko présente le projet quinquennal devant le Parlement ce vendredi. Le Premier ministre va faire sa déclaration de politique générale. 5 milliards de francs CFA pour indemniser les victimes des violences électorales. Amnesty Sénégal salue la décision. L'ONG regrette cependant l'absence d'implication de la société civile. Le conseil municipal de Dakar s'est réuni ce jeudi pour voter le budget 2025. La maire intérimaire de Dakar appelle les conseillers municipaux à taire les querelles politiques. Voici Ngonembang avec Aminata Mbaresso. La ville de Dakar a pour habitude de voter le budget au mois de décembre. Nous avons respecté cette règle. Donc, nous avons convoqué le conseil. Heureusement, nous avons eu 65 présents sur 100. Bon, je lance un appel à tous les élus du conseil municipal qu'ils sachent qu'il n'y a qu'un seul et unique parti, Dakar. Nous avons été choisis parmi des centaines de milliers de Dakarois pour travailler et s'occuper des préoccupations des populations. Donc, je demande à tout un chacun du maître du sien et de savoir que les Dakarois nous attendent pour qu'on puisse satisfaire leurs besoins. Programme, objectif, livrable. Ousmane Sonko présente le projet quinquennal ce vendredi devant les représentants du peuple. Le Premier ministre va faire sa déclaration de politique générale. Avant lui, d'autres se sont prêtés à l'exercice républicain, sauf un certain maître Sidiki Kaba. Voyons tout cela avec Alassane Ba. C'est une tradition républicaine régie par l'article 55 de la Constitution qui stipule qu'après sa nomination, le PM fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko est attendu ce vendredi à l'hémicycle pour faire face aux députés. Ce sera sa première DPG en tant que PM. Un moment très attendu par le peuple sénégalais puisqu'il s'agira de décliner les différentes orientations de la politique définies par le chef de l'État. Mais avant lui, tous les PM qui se sont succédés à travers les différents régimes ont eu à faire leur DPG, sauf Maître Sidiki Kaba, qui n'a eu à occuper ce poste que durant 22 jours. Abdou Diouf, nommé en 1970 après la création de cette fonction, a tenu sa DPG le 10 mars. Il disait aux parlementaires, je cite, « C'est parce que le chef de l'État et le gouvernement vous tiennent en haute estime que nous avons jugé bon de venir devant vous pour vous marquer notre considération et vous convier à nous offrir votre concours dans la grande et difficile tâche que nous allons affronter. » Après lui, Habib Thiam à 3 reprises, 1er janvier 81, 7 avril 91 et 17 juin 93. Ensuite, Mamadou Lamine Loum, 12 septembre 1998, Moustapha Niasse, 20 juillet 2000, Mam Major Boy, 1er janvier 2001, Idrissa Seck, 3 février 2003, Macky Sall, 20 octobre 2004, Adjibou Soumaré, 17 septembre 2007, Souleymane Ndéné Ndiaye, 23 juillet 2009, Abdoul Mbaye, 10 septembre 2012, Aminata Touré, 28 octobre 2013, Feu Mohamed Boun Abdallah Dionne, 11 novembre 2014 et 16 juillet 2018, Amadou Ba, 12 décembre 2022. Après une première date retenue et finalement non tenue avec la dissolution de la 14e législature, le PM Ousmane Sonko va enfin tenir sa DPG ce 27 décembre. Cette déclaration sera l'occasion de décliner les grandes orientations de l'action gouvernementale en cohérence avec le nouveau référentiel des politiques publiques Vision Sénégal 2050. Intéressons-nous à l'attente des populations. Elles sont nombreuses et variées. Illustration à Ziguinchor, Boubacar Diassi, Lamine Mandiang. Après que la population sénégalaise a été mise au courant de la date de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, celle de la région naturelle de Casamance, notamment celle de la région de Ziguinchor, décline elle aussi ses attentes. Mais l'attente que nous avons auprès du Premier ministre, c'est de pouvoir vraiment, ensemble avec son ministre du Commerce,
et de pouvoir booster effectivement la commercialisation des produits dérivés de l'usine de la Sonacos. Parce que nous avons constaté que ces produits souvent ne sont pas commercialisés au Sénégal. Hein. Donc, les Sénégalais voudrions produire, transformer ici et consommer par les Sénégalais eux-mêmes. Et là, c'est pour que ça puisse se réaliser, il faudra travailler avec les commerçants, les opérateurs qui pourront être là pour commercialiser ces produits. Et voici les attentes des Jakartamens. Nous lançons un appel au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les Jakartamans veulent que vous reveniez sur la décision de circulaire qu'on est en train de voir. Sur cette circulaire-là, ça ne nous arrange pas. Il y a énormément de points qui, vraiment, si vous l'appliquez, ça va énormément causer de problèmes après. Donc, maintenant, ce qui concerne les permis, moi, je pense qu'ils ont renversé les choses. Parce que les permis, ce n'est pas gratuit. S'ils subventionnent les permis, s'ils les subventionnent, on pourrait avoir vraiment tout ce que nous voulons. Cet homme est au chômage depuis 4 ans. Il décline ici ses attentes. La vie de chômeur est très difficile. Donc on a placé notre confiance, nos efforts, notre temps et on s'est battu pour son projet. Maintenant qu'il est au sommet, on attend qu'au moins qu'il y ait du travail pour la jeunesse de Ziguinchor. Parce qu'ici, tous les infrastructures sont carrément obsolètes. Il n'y a que la Sonacos qui travaille. Tous les usines sont fermées. Les investisseurs ne viennent pas. Donc, on peine à trouver du travail. C'est dire que ces attentes qui sont grandes et nombreuses rendent compte du grand espoir que certains Sénégalais portent dans le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Déclaration de politique générale prévue donc ce vendredi à 10h. À la une également de l'actualité, 5 milliards de francs CFA pour indemniser les victimes des violences électorales. Amnesty Section Sénégal salue la décision. L'ONG regrette cependant l'absence d'implication de la société civile. Voici Seydi Gassama avec Amadou Ba. La justice devrait précéder l'indemnisation. On devrait faire en sorte que justice soit d'abord rendue aux victimes avant de parler d'indemnisation. Mais nous saluons déjà l'effort qui est fait en décidant d'allouer 5 milliards de francs CFA dans le budget 2025 pour cette indemnisation. Maintenant, il faut faire en sorte que le recensement des victimes puisse se faire. Nous avons appris lors du débat budgétaire qu'il y a une commission qui existe et qu'il y a déjà plus de 1000 personnes qui ont été recensées. Ce que je peux dire, c'est que les organisations de droits humains qui soutenaient les victimes, qui enquêtaient sur ces cas, n'ont jamais été consultées. Ni Amnesty, ni la RADDHO, ni la Ligue n'ont pas été consultées par cette commission mise en place par l'État et qui est chargée d'indemniser. Nous avons contacté aussi beaucoup de victimes avec lesquelles nous sommes restés en contact et ils nous ont dit qu'elles n'ont jamais été contactées par cette commission-là. Donc nous demandons au ministre au ministère qui, n'est-ce pas, abrite cette commission-là, de, évidemment, s'ouvrir aux organisations des droits humains. Abrogation ou pas de la loi d'amnistie, la présidente du comité sénégalais des droits de l'homme déclare que la commission des droits de l'homme à l'université travaille avec l'Institut des droits de l'homme et de la paix avant de proposer des conclusions au président de la République Bassirou Diomaye Faye. Pour Amsatou Sow Sidibé, c'est une question très sérieuse, la voici avec Ibrahim Makan. On entend beaucoup parler de la loi d'amnistie. Chacun a son point de vue sur cette loi d'amnistie. J'ai annoncé déjà qu'au niveau de l'université, eh bien, la Commission nationale des droits de l'homme va travailler avec l'Institut des droits de l'homme et de la paix. On va réfléchir, voir quels sont les tenants et les aboutissants, et on va proposer, on va soumettre aux autorités, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice, autour de cette question. Parce que c'est une question qui est sérieuse, qu'on ne peut pas gérer par des positions divergentes. Nous allons discuter, nous allons réfléchir et nous allons arriver à des conclusions consensuelles. Les descendants des tirailleurs sénégalais condamnent fermement les propos de Cheikh Oumar Diagne à leur rencontre et réclament sa démission lors d'un point de presse.
Les descendants des tirailleurs ont déposé une plainte ce matin auprès du procureur de la République. Les explications de Thierno Birahim Gueye avec Maimouna Ndiaye. On n'a pas entendu la réaction du gouvernement. Ce que nous attendons, c'est la réaction ferme du gouvernement, en l'occurrence le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a honoré les tirailleurs sénégalais. Et Cheikh Oumar Diagne a décidé de déshonorer ces tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs ne méritent pas les propos de Cheikh Oumar Diagne. Je suis désolé. Il a insulté la mémoire de ces tirailleurs sénégalais. Cheikh Oumar Diagne, je considère qu'il a insulté toute l'armée sénégalaise dans son ensemble. Nous lançons un appel au président de la République, au ministre des Forces armées et au chef d'état-major général des armées, le général Mbaye Cissé, de réagir sur le cas de Cheikh Oumar Diagne. C'est des autorités. Quelqu'un nous a offensés, quelqu'un nous a défiés. Ce que nous réclamons, c'est la réparation et des sanctions très fermes. La marche sera internationale parce que le tirailleur sénégalais, elle est internationale. Les tirailleurs sénégalais ne sont pas que des Sénégalais, c'est l'ensemble des corps des 17 États. Depuis lors, on est en train de parler, de faire des réunions en ligne, de communiquer pour apaiser les tensions, mais les Tchadiens sont dans tous leurs états. La direction des bourses dans sa politique de redynamisation, la gestion des allocations d'études vient d'installer une antenne à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. L'objectif est de rapprocher les étudiants avec la direction. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Diagne. Après l'université Assane Seck de Ziguinchor, Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio devient la deuxième université à disposer d'une antenne de la direction des bourses. L'objectif est de simplifier les démarches et procédures, mais aussi de réduire le gap d'information, selon la directrice générale du CROUS de Diamniadio. Cette initiative a un objectif double. C'est-à-dire que ça permet de réduire les déplacements pour les étudiants, parce que Diamniadio étant une zone très enclavée, ça va permettre aux étudiants de rester au niveau du campus, mais également de recevoir toutes les informations relatives à la bourse. Ça va également permettre aux étudiants et au personnel également du CROUS de transmettre des informations claires, justes et précises venant de la direction des bourses. Les autres universités seront aussi dotées d'antennes, annonce le directeur général de la direction des bourses. Ces antennes peuvent régler 60% des perturbations dans nos universités, selon Jean-Amadé Diatta. On constate avec un cas d'école, il y a l'antenne de Ziguinchor qui existe, je pense, depuis plus de 7 ans, 8 ans. Et vous n'allez jamais entendre les étudiants de Ziguinchor sortir dans la rue faire une grève. Ça, c'est la preuve que les antennes règlent à 60% les problèmes de perturbation dans nos universités. Parce que l'étudiant qui est à Ziguinchor a la bonne information. Maintenant, si vous allez dans des universités comme l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants n'ont pas d'interlocuteur. Ceux de Dakar, ils ont la possibilité de venir à l'antenne. Mais Gaston Berger, Hussein, Bambey, c'est des universités où les étudiants n'ont pas d'interlocuteur. Et surtout à Gaston Berger, ils n'ont aucun interlocuteur. Et vous constatez que la plupart des crises où il y a mort d'homme, c'est souvent à Gaston Berger. La direction des bourses prévoit d'organiser au mois de janvier une tournée dans les lycées. Beaucoup d'élèves des zones éloignées ne bénéficient pas des bourses étrangères à cause d'un manque d'informations. Merci Abdou. En sport, la CAF a infligé de lourdes sanctions au Giraffe de Dakar suite aux incidents violents survenus lors du match Coupe CAF contre l'USM Alger le 8 décembre dernier au stade Abdoulaye Wade. Une décision contestée par le club de la Médina. Voici Léonard Diagne avec Mamadou Ndiaye. De la Confédération africaine. Mais d'emblée, nous vous dirons que pour le Giraffe, cette décision est injuste et scandaleuse. Injuste et scandaleuse dans la mesure où tout le monde a vu ce qui s'est passé ce jour au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et pour ceux qui n'étaient pas au stade, qui ont suivi le match en direct à la télé, tout le monde sait ce qui s'est passé. Que cette décision soit prise sans être motivée, cela nous semble quand même assez scandaleux et bizarre par rapport au verdict qui a été prononcé. Et autre chose à ajouter aussi, au moment même où je vous parle, nous ne savons même pas si la partie algérienne, c'est-à-dire l'USMA, a été aussi sanctionnée ou pas. Donc c'est dans ce sens que notre club, l'ASC Les Girafes de Dakar, en tous les cas, va interjeter appel de cette décision qui a été prise par le jury disciplinaire de la Confédération, et nous espérons qu'en tous les cas que nous serons rétablis dans nos droits. Et puis un vent de contestation souffle sur la Fédération sénégalaise de canoë-kayak. Des membres de cette instance dénoncent la gestion jugée solitaire et opaque du président Hadi Fall.
Une réunion s'est tenue pour remettre parmi le secrétaire général Cheikh Moubarak Wade qui liste les griefs et demande au ministère de convoquer une réunion pour remettre les choses au clair. Le voici avec Cheikh Sadibou Diarra. À quelques mois des Jeux olympiques de la jeunesse, nous voyons dans l'obligation de rendre public tous les agissements répétés afin que les autorités puissent sonner la fin de cette injustice depuis plus de 7 ans. Aucun des événements ne fait l'objet de validation et de coordination par le bureau exécutif. Le président refuse systématiquement de tenir des réunions du bureau exécutif en violation flagrante des statuts de la fédération. Ces réunions qui devraient se tenir une fois par mois, au moins selon le règlement, ont lieu suivant son propre bon vouloir. Aujourd'hui, dans la fédération, on n'a pas d'archives. Une assemblée générale d'information n'a été tenue depuis les 3 ans de notre mandat. La décision unilatérale concernant les équipements offerts par des partenaires internationaux sans validation ni consultation des instances. Il n'y a pas de licence dans notre fédération. Alors qu'il organise des activités, on n'a pas de licencié. Le président bloque toutes les initiatives de développement de l'aviron en perspective des Jeux Dakar 2026 où l'aviron est désigné sport de compétition. Il fait de la rétention de l'information, il fait de l'isolement. On demande au ministère de convoquer cette réunion. On demande également enfin au ministère de procéder au renouvellement des instances fédérales parce que nous sommes à 2 ans des Jeux et si aujourd'hui on ne travaille pas sur ce renouvellement, il y aura un dysfonctionnement total qui va nuire nos chances par rapport à l'héritage olympique. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info la suite avec M. Alassane Cissé, journaliste et spécialiste des questions culturelles. A tout de suite.